Face aux pénuries de carburant en France, le gouvernement annonce la réquisition de personnel chez Esso ExxonMobil où la grève continue malgré la signature d'un accord salarial. Face aux frappes russes, Kiev réclame aux Occidentaux des systèmes de défense antiaérienne. Entretien dans ce journal avec un conseiller à la présidence ukrainienne. Dans ses perspectives économiques mondiales publiées ce mardi, le FMI entrevoit une récession l'an prochain pour l'Allemagne et l'Italie. Quatrième semaine de contestation en Iran. L'industrie pétrochimique se joint aux manifestants de Téhéran. En Haïti, des manifestations contre le gouvernement qui a demandé l'aide d'une force armée étrangère pour endiguer la crise sécuritaire et humanitaire. En France, le gouvernement décide de réquisitionner les personnels pour débloquer les dépôts de carburant, du moins ceux d'Esso ExxonMobil. La première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé cette décision alors qu'un accord salarial a été conclu la veille par deux organisations syndicales du groupe. Concernant Total Énergie, la chef du gouvernement a exhorté syndicats et direction au dialogue. Le ministre de la Transition écologique a défendu cette mesure à l'Assemblée. Constat que dans une de ces deux entreprises, les syndicats ont obtenu un accord majoritaire et que rien n'a bougé, et que dans l'autre, la grève continue à constituer une forme de pression sur le dialogue social, ne sont pas des situations acceptables pour des millions de Français. Dans ces conditions, ce que la Première ministre a dit et que je ne peux que redire, c'est qu'elle a demandé au préfet d'engager les procédures qui permettront de réquisitionner les personnels qui continuent de bloquer ces dépôts. Le dialogue, oui. La discussion, oui. Le blocage, non. Le gouvernement est sous le feu des critiques alors qu'un tiers des stations-service est affecté par des pénuries. Les files d'attente s'allongent dans tout le pays. Chez Esso ExxonMobil, malgré la signature d'un accord, la grève a été reconduite à l'appel de FO et de la CGT. La CGT qui dénonce déjà une remise en cause du droit de grève et entend contester devant les tribunaux la décision de réquisitionner du personnel. Le gouvernement ukrainien a confirmé qu'une quinzaine de missiles russes avaient frappé dans la nuit la ville de Zaporijjia dans le sud-est du pays. Ces bombardements qui ont fait au moins un mort ont visé un établissement éducatif, un institut médical et des bâtiments résidentiels. Régulièrement prise pour cible, Zaporijjia avait déjà été touchée la veille par une série de bombardements russes sur plusieurs villes. Un dernier bilan revu à la hausse fait état de 19 morts et de 105 personnes blessées. Vladimir Poutine a justifié ces frappes massives, évoquant des représailles après l'explosion qui a détruit le pont de Crimée. Après la vague de bombardements massifs sur plusieurs villes ukrainiennes, le régime de Kiev réitère ses demandes d'armes sophistiquées afin de pouvoir défendre son ciel face aux frappes russes. Dans un entretien à Euronews, le conseiller à la présidence ukrainienne Alexander Rodniansky réclame des systèmes de défense antiaérienne promis par les Occidentaux. Il est vraiment choquant de constater que de nombreux États occidentaux réfléchissent encore à fournir des armes, à fournir des systèmes de défense antiaérienne. Les Allemands, par exemple, ont promis pendant des mois à l'Ukraine un système de défense antiaérienne très moderne. Il était apparemment en production, mais combien de fois vont-ils faire cette annonce avant que la livraison ne se concrétise ? Par ailleurs, pour Alexander Rodniansky, l'Occident doit tenter de déstabiliser le leadership de Vladimir Poutine de l'intérieur et l'isoler davantage sur la scène mondiale. La Russie doit être classée comme État parrain du terrorisme. C'est une étape très importante qui n'est pas seulement symbolique. Elle affectera également les capacités commerciales de la Russie dans la manière dont elle est perçue économiquement dans le monde. Nous avons besoin de sortir des sentiers battus pour savoir comment déstabiliser le régime russe de l'intérieur parce que c'est la solution ultime. Les Russes ont encore la capacité de concentrer toute leur attention sur la politique étrangère telle qu'ils l'aperçoivent. Désormais, nous devons les empêcher de le faire. Ils doivent se concentrer sur eux-mêmes et il y a beaucoup à faire à l'intérieur de la Russie. La croissance mondiale mise à mal par la guerre et par l'inflation. Ce mardi, le Fonds monétaire international a prévenu que l'économie mondiale se rapprochait de la récession. Si le FMI a maintenu à 3,2% sa prévision de croissance pour 2022, il a en revanche abaissé à nouveau celle attendue pour 2023 à 2,7%. Ces données viennent d'être publiées dans le rapport d'automne sur l'économie.
Le ralentissement en 2023 sera généralisé. Les pays qui représentent un tiers de l'économie mondiale devraient se contracter cette année ou l'année prochaine. Les trois plus grandes économies, les États-Unis, la Chine et la zone euro, continueront de stagner. Pour résumer, le pire reste à venir. Et pour beaucoup de gens, 2023 ressemblera à une récession. Le ralentissement économique va toucher l'ensemble des États les plus riches, à commencer par les États-Unis. Dans la zone euro, la récession semble inévitable l'an prochain pour l'Allemagne et l'Italie. Rare note positive, l'inflation mondiale devrait avoir atteint son pic au troisième trimestre de cette année et commencer à refluer dès le dernier trimestre 2022. Les slogans anti-gouvernementaux des manifestants ont à nouveau résonné sur les campus universitaires de Téhéran. Un mois après la mort de Mahsa Amini, arrêté par la police des mœurs pour un port de voile non réglementaire, les étudiants iraniens défient toujours le pouvoir malgré les répressions. Selon les ONG, plus de 95 personnes auraient perdu la vie dans les manifestations et des centaines d'autres auraient été arrêtées. Une contestation qui embrase aussi le sud du pays. Depuis plus d'une semaine, les employés de 2 raffineries, secteur vital pour le pays, ont décidé d'apporter leur soutien aux étudiants en bloquant les lieux de production. Une situation explosive pour le pouvoir en place, car en 1979, le soutien du secteur pétrochimique aux manifestants a contribué à la chute du Shah. Ils sont finalement parvenus à trouver un compromis. Ce mardi, le Premier ministre israélien Yair Lapid a annoncé avoir conclu un accord historique avec le Liban portant sur la délimitation de leurs frontières maritimes. Depuis 2 ans, les États-Unis menaient une médiation entre les 2 voisins officiellement toujours en guerre. Au cœur des négociations, d'importants gisements de gaz, ressources stratégiques cruciales depuis le lancement de l'offensive russe en Ukraine. 2 champs gaziers en Méditerranée orientale étaient convoités par les 2 États. Celui de Cana au nord revient ainsi aux Libanais et Karish au sud aux Israéliens. Le site de Karish va fonctionner et produire du gaz naturel. L'argent entrera dans le trésor public et notre indépendance énergétique sera assurée. Cet accord renforce la sécurité et l'économie d'Israël. Nous ne nous opposons pas au développement d'un autre champ gazier libanais dont nous recevrons bien entendu la part qui nous revient. Côté libanais, on se dit également satisfait de la version finale du texte. Le projet d'accord doit encore être officiellement validé. Le Premier ministre israélien prévoit notamment de convoquer une réunion du cabinet sécuritaire ce mercredi. La tension reste vive en Haïti, toujours plongée dans une profonde crise économique, humanitaire et sécuritaire. Dans ce contexte explosif, le gouvernement haïtien a demandé à la communauté internationale l'envoi d'une force spécialisée armée pour lutter contre les gangs. Cette demande a provoqué la colère de ces manifestants qui refusent toute ingérence étrangère. Cette requête du gouvernement est un acte anticonstitutionnel, dit cet homme. C'est un acte contre l'État, contre la volonté du peuple haïtien, qui veut un pays libre où tout le monde peut manger, avoir des soins de santé et vivre comme des êtres humains. Le pays des Caraïbes vit depuis plusieurs semaines au rythme des manifestations et des pillages sur fond de pénurie de carburant. À cela s'ajoute la résurgence de l'épidémie de choléra qui a déjà fait une quinzaine de morts depuis le début du mois. L'ouragan Julia, devenu tempête tropicale, s'est abattu sur le Salvador. Le pays a déclaré l'état d'urgence et ouvert 80 abris pour protéger ses habitants. De fortes précipitations ont aussi touché plusieurs autres pays d'Amérique centrale et provoqué des crues et coulées de boue. Ces derniers jours, au moins 19 personnes ont trouvé la mort des suites directes ou indirectes des conditions météorologiques. L'ex-producteur américain Harvey Weinstein n'en a pas fini avec la justice. Ce lundi s'est ouvert son nouveau procès pour viol et agression sexuelle à Los Angeles. Le septuagénaire est cette fois-ci jugé pour des faits présumés commis sur 5 femmes. Déjà condamné en 2020 à 23 ans de prison, il pourrait écoper de plus de 100 années supplémentaires en détention. L'Écosse sera-t-elle autorisée à organiser un nouveau référendum sur son indépendance ? C'est la question posée à la Cour suprême du Royaume-Uni à partir de ce mardi.
La première ministre écossaise et chef du parti indépendantiste du pays avait annoncé en juin vouloir planifier en 2023 un nouveau vote. Pour le gouvernement britannique, un tel scrutin ne peut avoir lieu qu'une fois par génération.